Collectif Éthique sur l'étiquette avait choisi en fait comme méthode d'action déjà initialement d'être un collectif pluriacteur. Donc il rassemble des ONG, des syndicats, des organisations de défense des consommateurs qui ont décidé de mettre en commun leurs différents modes d'action, leurs différentes natures au service d'un sujet sur lequel ils n'avaient pas d'expertise particulière, qui est effectivement la défense des droits humains au travail dans le secteur éminemment mondialisé de l'industrie de l'habillement. Et ce secteur, donc c'est un collectif qui s'est créé déjà en 1995. Et c'est vrai qu'à l'époque, le collectif avait déjà choisi effectivement d'interpeller directement l'acteur économique. Et c'était assez novateur à l'époque, c'est-à-dire que donc moi j'ai avant travaillé au CCFD, dans d'autres ONG, autant que l'interlocuteur soit la puissance publique, c'est assez naturel. On croit effectivement beaucoup à la puissance de la régulation publique. Mais l'idée du collectif et du réseau mondialisé aussi dans lequel il s'insère, qui s'appelle la Clean Clothes Campaign, était de dire dans les États où il n'y a pas de régulation, dans les endroits où il n'y a pas d'état de droit, on a effectivement, en attendant que se construise, je dirais, la régulation publique dans ces États, qu'il y a un cadre qui garantisse la satisfaction des droits fondamentaux, et c'est le cas du Bangladesh, et c'est le cas du Cambodge, etc. On peut interpeller cet acteur qui est devenu l'acteur le plus puissant de la mondialisation et laisser en effet totalement libre d'agir et de mener son activité économique. C'est vrai qu'entre 1995 et aujourd'hui, par ailleurs, les entreprises ont vu leur pouvoir grandir, croître. On a multiplié par 10, et je pense un peu plus désormais, le nombre de sociétés transnationales depuis 20 ans. En 30 ans, on est passé de 3 000 sociétés transnationales à 30 000. Ça, c'est les chiffres de 2017. C'est absolument considérable. Et donc, ce poids de l'activité économique et des sociétés transnationales dans la vie et dans l'organisation de la mondialisation a justifié aussi que de plus en plus d'ONG, d'organisations décident de s'attaquer à cet acteur surpuissant, soit en l'interpellant directement, ce qui avait été le choix initial d'Éthique sur l'étiquette, et tout en, je dirais même, continuant à essayer de construire de la norme, puisqu'aujourd'hui on voit bien que l'autorégulation, la responsabilité sociale des entreprises n'a pas porté ses fruits, n'est pas suffisante dans un monde guidé par le profit, je dirais, quels qu'en soient les coûts. Et le secteur de l'habillement, du textile, il est tout à fait symbolique de cette mondialisation dérégulée qu'a décrite Florence tout à l'heure. C'est vrai que il est emblématique du choix qu'ont fait ces sociétés transnationales de conserver sur leur sol finalement la partie à plus forte valeur ajoutée de la chaîne de valeur, la conception, le marketing, la communication, etc. Et de sous-traiter la partie à plus faible valeur ajoutée, aussi sans valeur ajoutée pour les pays en question, qu'on a spécialisés à la faveur d'accords commerciaux internationaux dans des économies peu formatrices, qui créent peu de retours pour les travailleurs en question. Et en même temps qu'elles sous-traitaient cette production, elles ont sous-traité et externalisé les risques. En même temps, effectivement, qu'elles ont éclaté, élargi leur chaîne de sous-traitance, leur chaîne de valeur, ces sociétés transnationales ont réussi complètement à diluer leur responsabilité, puisque au-delà de la relation contractuelle ou de la relation mère-filiale, eh bien, autant on arrive à faire remonter les capitaux jusqu'à la maison mère, on arrive à remonter la chaîne de valeur via la circulation des capitaux, autant la responsabilité ne remonte pas jusqu'à l'entité qui a le pouvoir, donneuse d'ordre, ou la maison mère sur l'ensemble de la relation d'affaires. Alors oui, je vais illustrer la façon dont on a souhaité collectivement s'attaquer à cette question de l'impunité. On a évoqué le désormais très célèbre accident dramatique
du Rana Plaza. Je rappelle en quelques mots, donc c'est cet immeuble qui s'effondre à Dhaka, dans la banlieue de Dhaka, capitale du Bangladesh, le 24 avril 2013, et qui hébergeait 8 ateliers textiles sur 5 étages, dans lesquels travaillaient plus de 3000 ouvriers de l'habillement, en très grande majorité des ouvrières. 85% des femmes dans l'industrie de l'habillement, des ouvriers dans l'industrie de l'habillement sont des femmes, et donc elles sont aussi bien sûr les premières touchées par ces inégalités. Très rapidement, des journalistes locaux puis internationaux ont documenté le fait que dans ces usines était sous-traitée une partie de production de grandes marques d'habillement, grandes en volume, grandes par leur présence internationales, comme Benetton, C&A, Primark, qui émergeait juste sur le marché français d'ailleurs à l'époque, et qui est devenu un mastodonte depuis, et puis d'autres marques, Camaïeu et Auchan pour les marques françaises. Et c'est vrai que le Rana Plaza, par l'ampleur du désastre, il reste aujourd'hui le plus grave accident de l'industrie d'habillement au monde, donc 1138 morts, plus de 2000 blessés, très nombreuses personnes qui n'ont plus d'activité, source de revenus qui leur permet de vivre et de faire vivre leur famille. L'ampleur du désastre, le fait que rapidement on y trouve des marques aussi connues, alors même qu'émergeait, qui était vraiment renforcé un discours sur les engagements de responsabilité sociale, sur les codes de conduite, sur l'éthique. Ces deux éléments ont vraiment été la combinaison de cet émoi international qui nous a permis, je dirais, d'avancer d'un pas dans la construction d'une législation que l'on avait décidé de mener au niveau français pour mettre un terme à l'impunité des multinationales. Et autant le Rana Plaza a illustré cette mondialisation totalement dérégulée, les conditions déplorables aussi de salaire, de travail et même de sécurité dans lesquelles étaient ces travailleurs, autant il a illustré le fait que parmi les acteurs de la mondialisation, l'acteur le plus puissant n'était absolument pas redevable de ses actes et des impacts sociaux et environnementaux de son activité. C'est-à-dire qu'il nous a fallu collectivement 2 ans de campagne pour arriver à contraindre les entreprises à contribuer à un fonds d'indemnisation des victimes et par ailleurs à signer un accord qui les contraindrait à créer une inspection du travail indépendante qui au moins sécuriserait les usines dans lesquelles elles produisent. Et finalement, l'idée était de dire on ne peut plus, ça ne peut pas être uniquement à la mobilisation citoyenne de régler les désordres de la mondialisation, la faillite des États et l'absence de cadre international. Et le fait qu'on ait montré que quand bien même il y a un accident aussi dramatique, rien n'oblige les sociétés et ces sociétés en question à réparer, nous a permis de pointer aussi et de montrer concrètement, enfin nous a permis, on ne l'a pas évidemment suscité, mais en tout cas quand on a discuté avec les citoyens pendant des années, des mois, mais avec les députés qui ont aussi découvert l'ampleur de la dérégulation finalement, nous a permis de dire voilà contre quoi on lutte. L'idée n'est pas, quand on parle d'impunité, ça fait très peur, de punir systématiquement, mais en introduisant une brèche à l'impunité, une possibilité de sanction, d'éviter les risques et les futurs drames que nos ONG, on parlait de documentation, que nos ONG documentent depuis des décennies finalement. Lorsque le Rana Plaza s'effondre, le collectif Éthique sur l'étiquette et Peuple solidaire, à l'époque devenu ActionAid, nous avions déjà documenté plus de 700 morts dans des accidents, des incendies d'usines ou des effondrements d'immeubles au Bangladesh. C'est-à-dire, nous avions déjà documenté le fait que cette industrie, qui est devenue la deuxième industrie textile au monde, derrière la Chine, si vous voyez l'ampleur, la différence entre les deux pays, c'est absolument considérable pour le Bangladesh. 3 millions de travailleurs vivent de l'industrie de l'habillement. On avait déjà documenté le fait que cette industrie a cru, à la faveur notamment d'accords commerciaux avec l'Union européenne, sans qu'il y ait un investissement dans des bâtiments qui soient capables d'assurer un environnement sain aux travailleurs du textile. On a laissé cette industrie complètement... on a laissé aussi l'État du Bangladesh qui a une très forte responsabilité, qui par ailleurs a la responsabilité. Il y a une très forte connivence entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques au Bangladesh. Un tiers des députés sont des patrons d'usines.
Donc le régulateur, le législateur est jugé parti, effectivement. Donc il y a aussi effectivement cette pression mondiale collective sur cet État pour dire on fait de cet État la main-d'œuvre la moins chère au monde. Ce sera son avantage comparatif, au lieu d'investir dans une industrie qui pourrait être effectivement pourvoyeuse de meilleurs emplois, avec un meilleur contenu, un niveau de formation, et permettre de satisfaire la promesse initiale de la mondialisation économique, qui était de dire que par l'accroissement des échanges, on allait sortir de l'extrême pauvreté, de la pauvreté, les personnes qui bénéficieraient de ces échanges. Et vraiment, le secteur textile est l'exemple de la faillite de cette pensée, et donc l'illustration aussi de cette trop grande libéralisation. On s'était déjà regroupé en collectif à partir de 2012 avec le CCFD Terre Solidaire, Amnesty International, Sherpa, les Amis de la Terre, collectif éthique sur l'étiquette et ActionAid. On a rapidement été chercher les syndicats et puis d'autres organisations qui nous ont rejointes parce que on voyait bien que collectivement, cet acteur, enfin toutes nos études tendaient de plus en plus à travailler sur l'impact de l'action économique et l'impunité des multinationales. Et on a décidé de travailler ensemble à élaborer une loi en France qui mettrait une brèche à cette impunité. Alors, ce qui nous a permis en fait d'avancer, c'est le cadre onusien finalement, puisqu'en 2011, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté un texte qui a été assez important pour nous. Il est loin d'être parfait, il est comme tout texte quasiment issu du processus onusien, non contraignant, non assorti d'un système de sanctions, mais c'est un texte qui a été très important. Donc, il s'appelle les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, 2011. Et c'est le premier texte qui dit au niveau international, alors bien sûr, on avait déjà entériné le fait que l'entreprise a une activité économique et qu'elle peut être un acteur économique important. Mais c'est le premier texte qui entérine, et signé par les États, le fait que les États ont l'obligation de respecter les droits, de protéger les populations des violations de leurs droits fondamentaux par les entreprises, que les entreprises ont l'obligation de respecter ces droits et que les deux ensemble ont une obligation de réparation des victimes. Et ce texte dit non seulement que l'entreprise donc entérine pour la première fois qu'elle peut avoir un impact social et économique grave et constituer des atteintes et des dommages graves à l'environnement et aux droits fondamentaux, mais que sa responsabilité s'étend sur l'ensemble de sa relation d'affaires. C'est la fameuse due diligence et donc le devoir de vigilance. Que les travailleurs ne soient pas liés par le lien contractuel, qu'ils ne soient pas directement employés par l'entreprise, jusqu'à la dernière ouvrière qui travaille chez elle à domicile dans le secteur informel pour Zara, l'entreprise donneuse d'ordre et la maison mère. Et c'est vrai que on a des illustrations aujourd'hui dans l'actualité. L'ERICA a été un exemple très fort de la façon dont, par la jurisprudence, on est remonté à Total, finalement, pour ne pas... Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur la question de l'ERICA, mais ce texte dit on ne peut pas échapper à sa responsabilité, et donc on ne peut pas dire je ne savais pas, ou je produis ma production de vêtements, ça a été la grande défense des entreprises, on ne savait pas qu'on sous-traitait au Rana Plaza, c'est tout à fait probable. C'est tout à fait le problème. Soit vous ne le savez pas, en vertu des textes internationaux, vous en êtes responsable. Et donc, on a été chercher des députés. On a vraiment eu la chance d'avoir des députés remarquables qui sont mobilisés corps et âme pour un texte de loi auquel ils croyaient. On a mobilisé une majorité à gauche, PS, Europe Écologie Les Verts, SRC à l'époque communiste. On a créé un cercle parlementaire de discussion dans lequel ONG parlementaires, on allait proposer d'élaborer une proposition de loi qui traduirait ce texte international dans la législation française. Ce texte des Nations Unies étant entériné, signé, ratifié par la France avait normalement l'obligation de le traduire dans ces textes. Et donc de traduire une obligation de vigilance pour les sociétés multinationales françaises vis-à-vis des impacts sociaux et environnementaux de leur activité. Je vais vous passer les 4 années de travail qui ont séparé le colloque fondateur à l'Assemblée nationale en 2012 et l'adoption de cette loi en 2017. Je vous en donne quelques grands moments importants. D'abord, ça nous tenait à cœur que ce soit une proposition de loi, ce qui n'est pas donc un texte émanant de la représentation
du Parlement, des députés, donc c'est pas un projet de gouvernement, et c'est assez rare pour être noté finalement, c'est vraiment un projet qui a été porté par le Parlement, ça veut dire qu'il y a une navette parlementaire très longue entre les deux chambres, surtout qu'on avait à l'époque un Sénat majoritaire PS, enfin à gauche disons, et un Sénat bien ancré à droite avec un rapporteur qui s'est très lié au lobby économique, qui s'est énormément opposé au texte. Une fois qu'on avait rassemblé ces députés, donc Daniel Leroy pour Europe Écologie Les Verts et Dominique Potier pour le PS, qui a repris le texte, et donc on a mobilisé des juristes, des chercheurs, en faisant attention qu'on fasse de cette question un sujet de société et pas un sujet d'ONG. Et on a réussi à trouver, et je pense qu'il y avait déjà une réflexion aussi chez des juristes qui pensaient qu'en effet, il y avait un tel retard entre la réalité économique, la réalité de la structure des entreprises éclatées en transnationales, éclatées en holding, en chaîne de sous-traitance, qui n'était pas alors un objet de droit. On ne savait pas l'appréhender en fait. On savait appréhender le siège social et le rendre responsable de ses propres salariés, mais on ne savait pas appréhender en droit une société éclatée. Et ces juristes ont effectivement travaillé sur le fait qu'il fallait simplement que le droit, la réalité juridique, la réalité de la loi rattrape la réalité économique et qu'on puisse remonter la responsabilité à ce qu'on appelait le groupe de société. Et donc on a essayé de produire de l'argumentaire, on a mobilisé nos militants, et les militants se sont énormément mobilisés. Là je rejoins, donc j'ai entendu la fin de l'intervention de Cécile, et nous on peut dire que cette fois on l'a obtenue aussi, parce qu'on a eu une mobilisation citoyenne. Par ailleurs, la cible étant les députés, il s'est aussi créé un travail assez intéressant d'interpellation, mais aussi de dialogue avec les élus locaux. Et c'est quelque chose dont les élus ont pu se saisir pour défendre un texte auprès de leurs confrères, auprès même de la majorité de gouvernement, auprès du ministre de l'économie qui était à l'époque Emmanuel Macron et qui a été le plus grand opposant à la loi. Il a fallu son départ et son remplacement par Sapin en fait à l'époque pour qu'on puisse vendre aussi ce texte comme le dernier texte de gauche qui sauverait le gouvernement. Donc on a eu un certain alignement des planètes, mais c'est pour vous expliquer un peu la combinaison de l'action finalement et qu'on arrive collectivement à faire sur un sujet qu'on a vendu comme un sujet d'intérêt général. Tous les travailleurs, tous les droits fondamentaux doivent être respectés où qu'on soit dans la mondialisation. À force de travail, de mobilisation médiatique, ce texte a été adopté en mars 2017 et instaure désormais cette obligation qui permet, en cas de dommages graves, de saisir un juge français qui pourra décider ou pas si le dommage, le futur effondrement, pollution grave, est dû au manquement de la maison mère à son obligation de vigilance contenue dans cette loi, ou le cas échéant un autre facteur, et pourrait éventuellement condamner l'entreprise à des dommages et intérêts pour les victimes, ce qui est la finalité finalement de notre combat, c'est de permettre aussi l'accès des victimes à la justice. Il y a eu déjà deux ans déjà. D'accord, donc il y a déjà des plans. On sait qu'il y a eu une évaluation faite, entre autres par le collectif Éthique sur étiquette et par d'autres associations. Donc, si tu peux en dire deux mots. Et puis du projet de traité à l'ONU sur les multinationales. Donc on est parti d'une loi française parce qu'on s'est dit qu'il fallait commencer quelque part, mais effectivement le niveau pertinent de régulation, c'est le niveau européen et encore mieux le niveau international. Sauf que l'idée bien sûr est qu'on aboutit désormais à une directive européenne. Je vais venir après sur le niveau onusien, mais on sait aussi, on nous a beaucoup questionné sur pourquoi ne prendre que le prisme français, que le niveau français, mais on sait aussi le temps de la construction, la loi, la régulation au niveau européen, et que l'Europe n'est pas une instance abstraite, elle est constituée de pays, et il faut aussi le courage, je dirais, politique, d'États forts, politiquement, économiquement, et c'était le cas de la France. La France héberge un tiers des plus grandes multinationales européennes, donc elle avait une responsabilité première à être un État pionnier dans la régulation pour emmener avec elle d'autres États européens. Donc ce mouvement est enclenché. La loi
et même, je dirais, la coalition assez inédite, députés, société civile, chercheurs, juristes, etc., a permis de créer d'autres coalitions dans d'autres pays européens. Donc on s'est beaucoup baladé. Les députés se sont beaucoup baladés pour raconter cette expérience française. Il y a une dizaine de textes similaires ou moins ambitieux, mais en préparation en Europe. Et un gros mouvement qui se prépare, enfin un gros mouvement, en tout cas un mouvement aussi auprès du Parlement, au niveau du Parlement européen, avec quelques députés européens, pour certains issus d'ailleurs des organisations, qui sont d'accord pour essayer de travailler un texte. C'est aussi un travail qu'on avait fait à l'époque avec un mécanisme européen qui s'appelait le carton vert, qu'on avait tenté de mobiliser. Et surtout, depuis 2014, se discute au niveau des Nations Unies, dans le cadre du Conseil des droits de l'homme à nouveau, un texte qui s'appelle un traité, qui donc le traité dans le système onusien est un instrument contraignant, sur les multinationales et les droits humains, dont la première proposition de texte il y a 2 ans s'est inspirée du texte français. Donc c'est aussi une loi qui a essaimé, elle n'est évidemment pas parfaite, elle n'était pas la loi telle que les ONG l'avaient rêvée, mais elle est un exemple de ce que peut produire l'État comme régulation et d'une réponse à, encore une fois, cette impunité qui rend tout puissante aujourd'hui, rend tout puissants les acteurs économiques. Donc voilà, ce texte onusien est discuté pendant une semaine chaque mois d'octobre. Chaque mois d'octobre, on se répartit pour aller assister au débat, tenter aussi de donner plus de voix que les entreprises multinationales qui continuent à s'opposer à ce type de régulation. Donc on agit aussi au niveau international et on engage la France à conserver son rôle pionnier et à amener l'Europe vers un soutien et un projet ambitieux pour ce projet de texte qui, s'il existe un jour, ne sera utile que s'il instaure une réelle obligation de vigilance, instaure un réel système de sanctions pour toutes les sociétés transnationales partout dans le monde. Alors, en 2 mots, du coup, la loi devoir de vigilance française, c'est un texte très court, vous pouvez la trouver facilement en ligne ou sur le site web de beaucoup de nos organisations. Ce sont 2 paragraphes inscrits dans le Code du commerce. Le premier indique que toute société transnationale de plus de 5000 salariés ou de plus de 10 000 salariés en France et à l'international, donc ce sont des seuils sur lesquels on a perdu, je dirais. On ne souhaitait pas évidemment qu'il y ait un tel niveau de seuil parce que ça exclut un grand nombre d'entreprises. Ce serait plus pertinent de parler de chiffre d'affaires ou même de secteurs. 1/3 des violations des droits humains sont créées par l'industrie extractive. Que certaines entreprises de l'industrie extractive soient exclues de cette loi, c'est tout à fait dommage. Toujours est-il que ces entreprises sont concernées et elles doivent publier et mettre en œuvre un plan de vigilance, c'est-à-dire un texte qu'elles doivent publier avec leur rapport annuel, dans lequel la société dit les impacts sociaux et environnementaux que peut causer son activité partout où elle opère. Donc une banque, effectivement, n'aura pas potentiellement les mêmes impacts qu'une industrie de l'habillement, qu'une entreprise de l'habillement, une entreprise de l'informatique ou de l'industrie extractive. Et surtout, en face, les mesures qu'elle va prendre pour prévenir ces risques. Et c'est sur ces mesures que le juge va pouvoir statuer. Donc ça, c'est première obligation. Si l'entreprise ne le publie pas ou fait un plan déplorable, ce qui a été le cas des premiers plans, Auchan, c'est une page recto verso, pour tout le groupe Muliez. Donc voilà. On a proposé souvent de donner des cours de droit, d'aider les entreprises à décrypter ce texte de loi de 4 lignes, 2 fois 4 lignes. On peut, donc les parties ont intérêt à agir, c'est-à-dire nos organisations peuvent mettre en demeure l'entreprise de publier son plan, et sous 3 mois, si l'entreprise n'a toujours pas publié son plan, saisir un juge qui va contraindre, potentiellement sous astreinte, donc sous amende financière, l'entreprise de publier son plan ou de l'amender s'il est incorrect. Et le deuxième paragraphe, qui est un peu le paragraphe révolutionnaire, c'est que le texte dit qu'en cas d'atteinte grave, donc l'atteinte grave aux droits fondamentaux ou à l'environnement sont définis par les textes internationaux,
le juge pourra engager la responsabilité de la maison mère pour manquement à son obligation de vigilance. Alors on a fait une étude effectivement collective qui dit que les premiers plans sont mériteraient déjà une première série de procès, mais qu'on laisse effectivement, c'est vrai que c'est tout un bouleversement en interne aussi dans l'entreprise, ça veut dire qu'elle doit avoir une visibilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. On leur demande de faire une cartographie des risques par exemple, et les entreprises par exemple de l'habillement qui n'identifieraient pas, comme c'est le cas le Bangladesh, comme un secteur à risque, ou le risque de sous-traitance dissimulée, aucune ne l'a faite. Là, on considère que les plans ne sont pas sérieux. Donc, ce qu'on dit, c'est que la première année, on veut bien qu'il faille le temps de s'approprier la loi, en interne aussi, de mobiliser les équipes. La deuxième... On n'a pas fait de rapport encore pour la deuxième année, mais on reconnaît que pour l'instant, ça reste un exercice de communication. Malheureusement, les entreprises s'en saisissent comme un moyen de dire au public ce qu'elles font de bien, alors que l'exercice est de dire comment elles préviennent les risques. Et la deuxième étape, c'est que plusieurs organisations ont déjà adressé des mises en demeure qui concernent toutes. Alors, l'entreprise qui a l'honneur de ces mises en demeure, c'est Total. Et donc c'est nos copains il y a plusieurs mises en demeure, notamment par des organisations comme les Amis de la Terre. Je ne sais plus si Attaque est dans le coup d'une des mises en demeure, je ne sais plus, mais notamment l'association des écomères par exemple. Donc ça c'est assez intéressant, une association de députés, de représentants de collectivités, de maires engagés sur ces questions. Donc c'est une loi dont peuvent se saisir plusieurs organisations de la société civile. Donc pour l'instant, Total a répondu que son plan était très très bien. Il y a eu plusieurs mises en demeure, souvent sur différents projets. Le plus emblématique, le dernier, c'est Survie, les Amis de la Terre et... je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être LV COP21, qui ont mis en demeure Total pour un projet en Ouganda qui se traduit par des déplacements de population, des accaparements de terre, des pollutions, la totale. Et donc là, il y a une première convocation devant le juge en janvier. Donc c'est un moment extrêmement important parce que finalement le premier cas va faire jurisprudence et on a intérêt à ce que cette loi soit utilisée à bon escient. Et moi je trouve ça intéressant que ce soit utilisé pour des violations au sud parce que les autres mises en demeure peuvent concerner l'ensemble de la politique finalement de réduction des risques de ces entreprises. Il n'y a pas qu'une manière de reprendre le pouvoir en fait. Faire adopter cette loi, c'en est une. Il y en a d'autres et on les montre tous les jours. J'ajoute à l'exemple Europacity. On en a des exemples de causes qui nous semblent totalement perdues et dans lesquelles on arrive à remettre du pouvoir citoyen. Moi je pense qu'on n'aurait jamais dû laisser une telle accumulation du capital, une telle explosion des multinationales. Je pense qu'on n'aurait pas dû, on aurait dû faire ça avant, effectivement. Sauf que je remarque aussi que dans ce contexte où on pense qu'il n'y a pas de normes, pas de régulation, on repère aussi comme un retour à un consensus autour de la norme, autour du fait qu'il faut réguler en fait, parce que même les entreprises peuvent se planter. Là, dans le secteur de l'habillement, il y a des chutes de ventes, il y a une explosion de 30% de l'économie de seconde main. C'est aussi dû à la paupérisation, aux écarts qui s'agrandissent, mais ça dit quelque chose et ça met en cause un modèle, même de manière indirecte. Donc je pense qu'au contraire, c'est le moment ou jamais en fait. Et puis, on arrive à trouver des illustrations du fait que, il y a quelque chose de simple, c'est que si on fait rien, quand on demande parfois à quoi on sert, à quoi servent les ONG, je me dis, si on n'est pas là, c'est pire. Donc l'action, elle aussi, elle se justifie par elle-même, quoi. Le tribunal d'arbitrage, c'est une partie du système, de l'architecture du système international qui montre non seulement qu'il y a une impunité des multinationales, mais aussi une protection. C'est-à-dire que quand on parle de régulation, on arrive tout à fait à produire de la norme contraignante pour protéger la libre concurrence, les investissements, etc. On n'arrivait pas à en produire pour ce qui est des impacts socio-environnementaux. Donc là, effectivement, dans le cadre de la campagne Stop Impunité qu'on a présentée au départ, les mouvements qui travaillent, les organisations qui travaillent au niveau européen à la fois sur le fait de produire de la norme, produire de l'obligation contraignante comme le traité à l'ONU,
et les réseaux qui travaillent sur le fait qu'on ait des moratoires sur ces accords commerciaux et qu'on arrête et qu'on cesse finalement de pouvoir créer ces tribunaux. Donc ce sont des tribunaux qui permettent, des tribunaux qui sont contractuels dans les accords commerciaux et qui permettent à des entreprises transnationales d'attaquer des États si elles considèrent que leurs normes entravent leur activité économique. Donc c'est ce qui était en discussion, c'est un peu la réintroduction du bœuf aux hormones si on fait un accord avec le Canada par exemple. Et c'est vrai que ces tribunaux sont utilisés et que des États ont été condamnés effectivement dans le cadre de ces accords commerciaux bilatéraux à payer des amendes. Donc la campagne qu'on mène collectivement, quand on parle d'impunité, on parle de ces deux volets, à la fois l'impunité en raison de la défaillance du droit et à la fois l'impunité dans le sens où il y a des accords d'exception qui protègent en effet l'activité économique. Et la demande, c'est moratoire sur les accords commerciaux et cesser l'existence de ces tribunaux d'arbitrage. On a vu par exemple des États qui ont dénoncé ces accords, parce qu'on peut se demander pourquoi des pays du Sud, par exemple, signent ce type d'accord, qui les met en difficulté. On voit bien aussi les déséquilibres. Il y a différentes solutions. Il y a le poids des lobbies économiques, il y a le fait que parfois ces États sont contraints, et parce que en face il y a un chantage à l'emploi, un chantage à l'investissement, etc. Mais on voit aussi des pays qui dénoncent ces accords et un mouvement de plus en plus important pour effectivement rétablir l'équilibre et que les sociétés transnationales ne puissent plus bénéficier de cette justice d'exception. Nous, l'approche qu'on est de plus en plus nombreux à prendre, c'est plutôt d'essayer de décomposer de manière économique la valeur d'un vêtement, et on va de plus en plus vers la redistribution de la valeur, vers l'illustration du modèle économique et donc de ses impacts. Mais je pense que c'est important aussi, c'est le rôle aussi de l'État de renvoyer aux entreprises la responsabilité de documenter les pseudo-impacts négatifs qui ne sont pas une réalité finalement. On a beaucoup investi ces dernières années et on a accepté aussi d'investir dans la médiatisation, d'accepter de fricoter avec... C'est pas forcément évident parce que parler auprès du grand public, ça veut dire accepter de rétrécir des messages, ça veut dire accepter, de fricoter avec... Enfin, on se pose des questions. Quand on est invité sur France 2, sur TF1, qu'est-ce qu'on fait ? On se pose des questions, de répondre à... Voilà. Il y a clairement, c'est à nous de construire justement, d'investir le débat public parce qu'il y a différents moyens de communication et de faire en sorte que ces questions soient des sujets d'intérêt général. Je parle pour éthique sur l'étiquette, on est quand même relativement, même voire très bien médiatisé parce que c'est un sujet qui répond à la règle de la proximité. Tout le monde porte des vêtements, tout le monde connaît ses marques et donc ces sujets sont pas mal médiatisés et même de plus en plus. Il y a depuis 2-3 ans la presse dite féminine s'est emparée de la question, des magazines comme Elle, Grazia, mais ça peut être aussi Science et Vie, et puis récemment c'était France 2. Donc on voit que désormais les médias, et c'est aussi parce qu'il y a une demande citoyenne en fait, c'est un peu la poule et l'œuf, ou des youtubeurs par exemple à 1 million, 2 millions, qui sont questionnés pour qu'on parle de sujets qui les intéressent, c'est-à-dire qu'en même temps que les sujets d'impact environnementaux, sociaux émergent dans le débat public, il y a une demande des citoyens d'être mieux informés de ces sujets, donc ça passe aussi par une demande d'interpellation concrète. Et nous, on fait un travail, maintenant toutes les ONG ont des services communication, ont beaucoup investi les réseaux sociaux, essayent de former, de démultiplier, d'essayer de manier aussi les discours médiatiques. Il y a aussi clairement une difficulté quand on a les grands patrons de presse qui sont proches de milieux économiques. Ça nous empêche, pour certains journalistes, j'ai eu plusieurs journalistes pour lesquels ils me disent dans votre bouche, ça pourrait aller. Je vais voir si c'est pas censuré. Ça a été le cas de H&M est un plus gros annonceur que Chanel pour le magazine Elle, par exemple, et donc effectivement, c'est arrivé qu'il y ait eu un article censuré sur en fait H&M avait commandé un papier à Elle en tant qu'annonceur sur sa collection. Ils ont une conscious collection, un peu censément responsable, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, le journaliste, en creusant, n'a pas pu se résoudre au mot d'ordre de la marque qui était de faire de la pub. Il a plutôt creusé, donc il se trouve que l'article a été censuré. C'est pas si fréquent, mais on investit aussi d'autres canaux de communication. En tout cas, c'est un boulot assez important dans les organes. Merci beaucoup. À plus.
enseña, habla fulano y amarte